Resalut, c'est l'heure. C'est l'heure de vous présenter les 10 meilleures lectures que j'ai faites en 2024. À chaque année, j'ai toujours très hâte de faire cette vidéo parce que c'est vraiment le moment où je réalise la qualité de l'année littéraire que je viens de vivre. Parce qu'il y a des moments où j'arrive à ce stade-ci puis je suis comme, qu'est-ce que je vais mettre dans mon top 10? Mais là, cette fois-ci, même si cette année, certainement des déceptions, il y en a eu, j'ai jamais de toute ma vie eu autant de difficultés à déterminer ça allait être quoi le top 10. Et pas parce que j'avais pas assez de choix, parce que j'en ai trop. J'ai tellement lu de bons stocks cette année, ok? Le top 10, il est bien garni. Allons-y tout de suite! Avant qu'on se lance dans le top 10, je vais rapidement dresser le menu des genres littéraires qui seront retrouvés dans cette vidéo. Il y aura donc 3 science-fiction, 2 romans fantastiques, 2 romans historiques, 2 fictions générales / contemporains et une romance. Donc ça c'est pour le top 10 de la vidéo. Mais habituellement, je suis un peu rigide avec mes top 10 et je me dis ok, soit t'es dans le top 10, soit tu l'es pas. Mais là, il y a eu 3 livres qui ont été expulsés dans les dernières semaines de mon top 10 après y avoir été pendant toute l'année. Donc je peux juste comme je peux pas les ignorer, ok? Je vais vous présenter un petit top 3 de mentions spéciales. Au sommet des mentions spéciales, The Dragon Republic de R.F. Kuang. Ça a été ma première lecture de 2024, ça a été mon premier 5 étoiles de 2024, mais au moment où j'ai lu, je savais que c'était un petit 5 étoiles. C'est le genre de livre où il n'y a pas des points négatifs que je vais pouvoir pointer, mais je sais que ça pourrait facilement être détrôné par des trucs qui ont eu un plus grand impact sur moi. Et c'est ce qui s'est produit. Ok, dans ce top 10 aujourd'hui, ce sera pas seulement des 5 étoiles, il y a des livres auxquels j'ai pas donné une note parfaite, mais l'impact qu'ils ont eu sur moi est plus grand que l'impact de Dragon Republic. Néanmoins, c'était une très bonne lecture, un bon tome 2 de fantasy. Je recommande. Ensuite, la deuxième mention spéciale, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. C'est un livre que j'ai dévoré, qui m'a détruite. C'est un contemporain qui parle de violence conjugale et la narration l'a amené d'une façon originale, intéressante. Puis, c'est étrange de dire qu'un roman qui parle d'un tel sujet est divertissant, mais c'était profondément divertissant. Mon premier roman de Marie Vareille, certainement, je vais la relire en 2025 parce que... Et la dernière mention spéciale, c'est le tome 2 de la trilogie Silo de Hugh Howey. Je l'ai lu après avoir regardé la première saison de l'adaptation télévisée. Et donc, j'étais vraiment dans le monde et le livre m'a juste donné ce que j'avais besoin. Ok, je pense pas que c'était le meilleur tome de tous les temps. Ça pourrait ennuyer des gens, mais moi, j'aime juste tellement cet univers et cette histoire que j'ai adoré. Bref, c'est tout pour les petites mentions spéciales de la vidéo. Je suis désolée de pas vous avoir donné comme de résumé ou quoi, mais ce sont pas elles les stars aujourd'hui, ok? Là, on s'apprête à parler des vraies stars, c'est-à-dire le top 10. La 10e position a été attribuée à N'essuie jamais de larmes sanglantes de Jonas Gardel. J'ai lu ce livre grâce à la suggestion de Bianca dans mon bocal des membres. Donc vraiment merci à toi pour la belle découverte. Je vais y aller de façon très directe pour vous donner le résumé. C'est un ouvrage qui parle du sida. On assiste à l'impact des débuts de la maladie dans la communauté gay de Stockholm et l'auteur n'utilise absolument pas la fiction pour protéger ses personnages d'une quelconque façon. On les voit vivre les pires souffrances possibles, on les vit avec eux, on les pleure avec eux. J'ai vraiment senti pendant ma lecture que je tenais entre mes mains une sorte de capsule du temps qui donnait une voix à toute la souffrance qui avait été subie en silence. Parce que c'est pas juste une histoire de le sida à ses débuts, le dénouement avant qu'il puisse être traité. C'est pas juste une maladie, c'est toute l'injustice profonde qui était mêlée à cette épidémie. Tu sais, tu persécutes une communauté en la forçant à seulement s'aimer dans les marges de la société et c'est en étant dans ces mêmes marges qui vont voir leur amour se faire arracher. Ce livre est profondément déchirant parce qu'il te présente des personnages à qui tu souhaites seulement de vivre. Tout ce que tu veux leur offrir, c'est qu'ils puissent vivre. Et même ça leur est pas possible. Bref, c'est pas la peine de dire que ce livre m'a chamboulé. C'était une représentation vraiment efficace de la noirceur de ces moments. Et je lui ai seulement donné 4.5 étoiles au final parce que je trouvais qu'il y avait une répétition de certaines scènes et de souvenirs qui n'étaient pas totalement nécessaires au texte, mais autrement, c'est un livre que je recommande. Ça frappe. En 9e position, j'ai mis Ce que je sais de toi de Éric Chacour. Ce livre est arrivé à un moment de ma vie où je commençais à douter de
mon amour de la lecture. Et pas parce que j'aimais pas l'action de lire, mais parce que il y avait absolument comme aucun livre que j'arrivais à adorer. À chaque fois, j'avais l'impression de faire face à des œuvres où l'auteuriste avait aimé, tu sais, planifier son histoire, avait aimé faire bouger les personnages sur la page, mais sans aimer comme réellement l'écriture. C'était juste comme des mots qui étaient déposés là avec l'unique but de faire avancer le récit, mais il y avait comme personne que je trouvais qui s'amusait à apporter une âme dans la narration, à réfléchir plus que 2 secondes aux mots qui étaient sur la page. Je commençais vraiment à penser que c'était moi en fait qui était juste devenu trop sévère, qui en attendait trop des livres que j'ouvrais, mais j'ai lu la première page de Ce que je sais de toi et je l'ai vu, cet amour de l'écriture que je recherchais. C'est un livre qui se déroule en 1980 en Égypte et on y suit un jeune médecin qui vient tout juste d'hériter du prestigieux cabinet de son père et qui est un peu pris avec le destin déjà tout tracé pour lui. Éventuellement, la rencontre d'un certain jeune homme très différent de lui va ébranler ses certitudes par rapport à sa carrière, son mariage, sa vie. Je pense que je n'ai jamais lu de toute ma vie un livre aussi lentement, mais pas parce que c'était ennuyant, mais parce qu'il fallait absolument que je prenne le temps d'absorber chaque mot qui était sur la page, parce que je voyais que l'auteur avait pris du temps pour les choisir. Le résultat, le résultat magnifique. C'est une narration qui est originale, qui est envoûtante, qui a une qualité profonde dans chacune de ses phrases. Ça là, Monsieur Chacour, c'est quelqu'un qui respecte l'art de l'écriture de la tête aux pieds. Encore une fois, ça n'a pas été comme un 5 étoiles parfait pour moi parce que j'ai été légèrement moins transportée par le dernier tiers du roman. Mais sérieusement, juste avec la plume, juste avec la plume, ça aurait pu se mériter genre la 3e place. J'ai complètement été charmée par le talent de cet auteur et j'ai très hâte de voir le prochain livre qui va sortir parce que celui-là, c'était son premier. Le prochain livre, c'est vraiment faufilé de justesse dans ce top 10 parce que je l'ai terminé hier. Et donc, The Wedding Season de... Non, le livre s'appelle The Wedding People de Alison S. Pack. Honnêtement, sur le coup, je l'ai terminé puis je l'avais inséré comme vraiment plus haut dans la liste. Mais un aspect important des coups de cœur en général, c'est l'impact que ça a sur nous sur le long terme. Puis je trouvais que c'était un peu injuste de comme le placer aussi haut alors que contrairement aux autres livres, il n'avait pas vécu le test du temps. J'étais encore sur le high de l'avoir terminé. Donc c'est ça, je le mets ici, mais écoutez, ça se peut que dans genre 6 mois, je sois comme non, ce livre-là était plus haut. Donc c'est l'histoire de Phoebe qui décide de se louer une chambre dans un hôtel luxueux pour y passer sa dernière soirée avant de mettre fin à ses jours. Sauf que l'hôtel en question a été entièrement réservé pour la réception d'un mariage et la mariée en question refuse catégoriquement que Phoebe vienne ruiner son mariage en choisissant cet hôtel comme le lieu de sa mort. Vous comprenez donc avec le résumé que c'est vraiment une œuvre qui ne mâche pas ses mots. On parle de sujets sérieux, mais vraiment avec une honnêteté totale qui soulage étrangement le cœur. Je me suis lancée dans ce roman sans lire le résumé. Donc vous pouvez imaginer ma surprise quand j'ai réalisé la direction de ce livre-là. Mais c'était une surprise que j'ai vraiment accueillie avec beaucoup d'intérêt. C'était comme, ok, ce livre-là, il va être assez original, je pense. J'ai toujours beaucoup d'affection pour les livres où je vais me dire, ah, ce serait tellement cool que, tu sais, la protagoniste, elle dise ce qu'elle pense là. Et le dialogue d'après, c'est la protagoniste qui dit ce qu'elle pense. C'est tellement rafraîchissant quand ça arrive, là. Puis c'était bien réussi. Tu sais, les personnages sont excentriques et peut-être avec un certain manque d'empathie, mais en même temps, je sentais vraiment pendant ma lecture que je faisais partie du mariage avec eux. Puis on dirait que ça me donnait envie de mener ma vie avec le même comme affront total qu'eux. C'est sûr que la fin, ça m'a pas totalement satisfaite. J'aurais comme eu besoin d'un enchaînement de scènes un petit peu différent, mais ça reste un des meilleurs contemporains que j'ai lu dans ma vie. Si tout comme moi, vous aviez lu La Bibliothèque de minuit et que vous aviez été un petit peu déçu du traitement de la dépression, je pense que ce livre risque de vous parler beaucoup plus. On va parler maintenant du coup de cœur qui m'a le plus étonnée cette année. Je ne m'attendais pas à autant aimer
Imogen, obviously, de Becky Albertalli. C'est un livre un petit peu difficile à résumer de la bonne façon. Je pense que dans le vlog où je l'ai lu, ça m'a pris genre 15 minutes là, pour réellement parler du sujet de ce livre. Mais donc pour essayer d'y aller rapidement, c'est une romance jeune adulte qui suit une protagoniste qui est entourée depuis toujours de personnes queer. C'est une alliée complètement dévouée de la communauté LGBTQ+. Elle participe même à des clubs pour essayer de protéger leurs droits. Et donc pour elle, c'est très clair qu'elle est 100% hétéro parce que si elle l'était pas, ben rendue là, à 18 ans dans sa vie, elle l'aurait réalisé. C'est pas comme quelqu'un qui est pas renseigné sur le truc ou qui a de l'homophobie internalisée, genre, ça la dérangerait pas, là, de pas être hétéro, mais elle a pas de raison de croire qu'elle l'est pas. En tout cas, ça, c'était jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'une certaine Tessa qui vient un peu secouer ses certitudes. Ce livre est un coup de cœur personnel pour 2 raisons. Premièrement, la romance. C'est tellement... Elles étaient tellement mignonnes, ok? Je lisais le livre, j'étais comme... Je sentais à 100% la chimie entre les deux. Je lisais leurs interactions, puis j'avais comme l'impression qu'il y avait du soleil qui émanait de la page, tellement elles étaient rayonnantes ensemble. Puis ce que j'aime le plus, c'est que il y a aucun stade de ce livre qui m'a énervé. Moi là, les romances, il y a toujours un moment, la crise des 80%, blablabla, il y a toujours un moment qui m'énerve. Là, c'était du bonbon du début jusqu'à la fin. Puis la deuxième raison, c'est que non seulement c'était divertissant, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment senti à quel point l'autrice avait puisé dans son propre récit, dans sa propre souffrance pour vraiment véhiculer le message ultime de ce truc. On dirait que ça me touchait vraiment de sentir à quel point ça avait dû être lourd pour elle de le porter pendant tout ce temps. Il y a vraiment des trucs très intéressants et pertinents à propos de ce livre dont je vais pas parler aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Donc je vous invite vraiment à aller regarder le vlog où j'en ai parlé parce que c'est un texte important, puis je trouve que l'autrice a trouvé la façon la plus organique, réfléchie, intéressante de le partager. La seule raison pour laquelle je lui ai pas donné 5 étoiles, c'est parce que il y avait des scènes où les personnages se parlaient en texto, puis honnêtement, leur humour, quand elles se parlaient à voix haute, là, ça allait, mais comme les blagues de saucisses, puis je sais pas quoi, genre je trouvais pas ça drôle. Donc voilà, au final c'est un 4.5 étoiles pour moi, mais ce livre, dans ma vie, c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup d'amour pour ce truc. Ok, le 6e livre. Ça là, c'est un titre qui aurait atterri beaucoup plus haut sur ma liste si ce n'était pas de la fin complètement gâchée. C'est dit, ok, maintenant je peux me concentrer sur le positif. Donc le livre en question, L'autre côté du rêve de Ursula K. Le Guin. Girl! Si vous me connaissez pas vraiment, vous ignorez peut-être que la science-fiction, c'est mon genre littéraire préféré, puis c'est le genre que pendant longtemps j'ai lu en majorité. Et la raison pour laquelle j'en parle un peu genre au passé, ben, c'est parce que cette année, j'en ai pratiquement pas lu, parce que j'arrêtais pas de juste tomber sur des science-fiction que... Ok, bon, un phénomène de la science-fiction en général, c'est que les auteurs ont tendance à délaisser la qualité de la plume ou des personnages pour se concentrer sur le récit et les concepts. Et ça, genre, ça passe avec moi. Ok, mon livre préféré, La forêt sombre de Liu Cixin, on s'entend que c'est pas là que tu vas trouver une plume lyrique et des personnages profonds. Moi, je veux des bons concepts ou de la bonne écriture, ok? Mais là, je ne trouvais aucun livre qui avait un des deux. J'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui veulent écrire des livres parce qu'ils préféraient avoir un film de leur histoire, mais clairement, ils n'ont pas les moyens d'avoir un film, donc le livre est plus accessible. Puis le résultat que ça donne, ben, c'est comme un livre qui part d'un principe qui aurait pu donner un élément visuel intéressant dans un film, mais on dirait que l'auteur fait juste comme prendre ce concept-là sans l'adapter de quelconque façon au format littéraire. Donc oui, en science-fiction, tu peux te permettre de peut-être délaisser une certaine poésie dans la plume ou une profondeur dans les personnages, tant que tes concepts sont genre vraiment intéressants, intelligents et poussés. Mais dans tous les cas, il faut quand même que ça respecte la nature d'une histoire écrite. Puis c'est ça, souvent j'ai l'impression que les personnes dont je lis les livres de science-fiction aiment pas lire et préféraient juste regarder le film de leur idée. Bref, tangente, je suis désolée. Tout ça pour dire que j'avais cette impression jusqu'à ce que je lise L'autre côté du rêve. Ça là, ça parle d'un homme dont les rêves changent la réalité. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand il rêve à quelque chose, il efface les réalités précédentes où cette chose existait différemment. Donc, pour clarifier, par exemple, s'il rêve que les chats ont désormais 5 pattes, il va se réveiller dans un monde où tout le monde a oublié que la veille, les chats avaient 4 pattes. Parce que dans leur tête,
les chats ont toujours eu 5 pattes. Et bon, c'est une façon vraiment simpliste de comme présenter l'idée de départ, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point l'autrice a poussé le concept. Miss Ursula, là, ok, elle avait un gros cerveau dans son crâne et elle a utilisé chaque centimètre de son cerveau pour écrire ce livre. À chaque fois que je découvrais une nouvelle facette de l'histoire du concept, j'étais comme ah. Puis là ça continuait, puis j'étais comme attends quoi? Mais elle poussait, elle pousse. Ah ça va loin, ça va tellement loin, c'est merveilleux. C'était vraiment une des expériences les plus incroyables de ma vie là. Ça m'a comme c'est un livre qui te revigore. J'avais vraiment l'impression d'assister à du pur génie et c'est ça qui fait de la science-fiction mon genre littéraire préféré. Comme mentionné, la fin, pas du tout à la hauteur de l'œuvre, ok? Mais ça reste quand même quelque chose que je recommande, ok? Je recommande, lisez ça. Merci, bonsoir. En 5e place maintenant, j'ai mis La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. C'est un livre que je voyais passer depuis longtemps sans être nécessairement comme motivée à le lire, mais dans mon vlog collaboration avec Élise et Erika. Élise me l'a apporté, je l'ai lu et vous devinez que ça a été un succès. Je sais pas s'il faut classer ce livre comme du fantastique ou du réalisme magique, mais ça parle d'un étudiant à l'université qui s'en va à la bibliothèque et qui tombe sur un livre qui raconte une anecdote qui lui est arrivée dans sa vie à lui et qu'il a jamais raconté à personne. Et c'est très clair avec l'anecdote que ça peut pas être le truc de quelqu'un d'autre. C'est lui. Donc il va commencer à enquêter sur ce livre, d'où il vient, blablabla. Et disons que ça va ouvrir de nouvelles portes dans sa vie. Et les personnes qui ont lu le livre savent de quelle porte je parle. C'était vraiment un mix de beaucoup de choses que j'aime. Ça me faisait penser à genre 4 livres différents que j'avais lus, mais seulement genre les points positifs de ces livres-là, genre Piranèse du Haruki Murakami, Le Maître des Illusions, La Maison des Feuilles. Ça a pris les trucs que j'aimais de ces livres-là, puis ça a juste donné un résultat de comme juste des trucs que j'aimais. J'ai beaucoup aimé la plume, ça fait en sorte que les passages qui étaient définitivement flous étaient pas désagréables à lire parce que c'était juste comme beau et atmosphérique. J'ai apprécié qu'on garde une sorte de distance avec les personnages, mais en même temps, tu sais, ils ont tous tellement un petit quelque chose de charmant que on les aime puis on est content de les suivre. Mais c'est pas comme, ok, je connais personnellement ce personnage désormais, c'est mon meilleur ami. C'est genre, je fais juste assister à ta vie comme ça, puis je te connais pas très bien, mais j'aime ce que je vois. Le seul bémol pour moi de ce livre, c'est que vers la fin, il y avait des trucs qui étaient très flou et contrairement aux autres fois, j'étais pas certaine si j'étais supposée réussir à comprendre qu'est-ce qui se passait ou non. Moi ça me dérange pas d'être confuse, mais il faut que je sache si la confusion était volontaire ou si c'est moi qui ai comme pas compris des trucs. Et là j'étais pas certaine, donc je lui ai quand même donné 5 étoiles, mais c'est un livre que je recommanderais surtout aux personnes qui cherchent comme une lecture douce, atmosphérique et qui aiment genre Haruki Murakami, mais avec un peu plus de récits concrets. En tout cas, merci Élise, belle lecture. Ah, en 4e place, nous avons un livre dont je ne vous ai pas encore parlé, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartman. C'est une science-fiction aux allures dystopiques qui suit une jeune fille qui a grandi enfermée dans un bunker avec 39 autres femmes. Elles sont surveillées par des gardes, mais elles ont aucune idée de la raison pour laquelle elles sont là. Avant de se faire enfermer, elles habitaient à des endroits différents, il y a pas de lien qui les reliait. Et donc, ça fait plus d'une décennie qu'elles sont là. Et un jour, un certain événement va se produire et elles vont réaliser que les questions au-delà de leur cage sont encore plus grandes que les questions qu'elles avaient à l'intérieur de leur cage. C'est un ouvrage qui a mis un petit peu de temps avant de réellement me convaincre parce qu'au début, j'étais un peu déstabilisée par le minimaliste du texte. Ok, évidemment, là, je voulais dire soit l'aspect minimaliste ou le minimalisme. Il y a pas beaucoup de descriptions, puis à travers comme les dialogues, puis les petites réflexions, c'est comme ça qu'on apprend qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la situation, blablabla. Donc il faut vraiment porter attention à chaque mot, parce que il y a aucune phrase dans ce livre qui est en trop. Mais une fois que j'ai commencé à voir, genre, vraiment le tableau qui était en train d'être peint, j'ai passé le reste du livre juste fascinée. J'étais hypnotisée par ce qui se déroulait. C'est pas du tout la direction à laquelle je m'attendais en commençant ce truc et de la bonne façon. Je pense que ça pourrait passer ou casser avec des gens, mais comme moi, c'est ce qu'il me fallait. Il y a une certaine scène, j'ai lu puis j'étais comme... En tout cas, c'était un pur délice de mystère, de survie,
d'humanité, d'étrangeté. J'ai dévoré ce petit morceau de littérature et sérieusement, ça va avoir une grande place, ok, dans ma vie de lectrice, je le sais. Incroyable, incroyable. Je pense qu'on est arrivé au top 3. Alors le livre que j'ai mis en 3e position, Magic Lessons de Alice Hoffman. Ça, c'est un livre de sorcière qui ne m'a jamais donné une seule raison d'être déçue du début jusqu'à la fin. Dès la première page, j'ai été instantanément enveloppée par l'atmosphère, puis je voyais que la plume allait profondément me parler. C'est un livre qui parle d'une jeune orpheline dans les années 1600 qui va se faire adopter par une femme qui pratique la magie. Elle va lui enseigner cet art secret au fil des années et une fois que cette fillette aura grandi, ben, elle va tomber en amour et vite découvrir la malédiction qui vient avec une telle passion. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre, c'est que c'est un récit comme absolument féminin, mais qui transforme pas tous ces personnages masculins en monstres purs juste pour comme justifier la rage féminine. Perso, je trouve que le message de la condition féminine rayonne encore plus quand tu le mets dans un contexte où il y a des hommes qui sont capables de traiter des femmes comme des humains. Je veux juste clarifier que mon point, c'est que pour moi, un problème de présenter des histoires où tous les hommes sont catégoriquement les personnes les plus horribles au monde, ça donne un peu le message que genre, ils ont pas le choix d'être comme ça. Alors que traiter des femmes comme des humaines, c'est pas sorcier. Donc j'apprécie quand il y a des livres qui sont capables de faire passer leur message tout en montrant que c'est pas sorcier pour ces hommes-là d'avoir un cœur dans leur poitrine puis un cerveau dans leur crâne. Sinon, j'ai adoré le fonctionnement de la magie. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré le message de comme, vas-y ma fille, ok, va chercher ta vengeance. Mais la violence a toujours un prix, donc reste un petit peu sage quand même. C'est l'histoire de sorcière que je cherchais depuis longtemps. Moi, ça faisait longtemps là, que je lisais des trucs de sorcière, puis j'étais comme, pourquoi il me manque quelque chose? C'est quoi qui me manque? Ça a comblé, ok? C'était le bijou qu'il me fallait. J'espère vraiment qu'il sera un jour traduit en français, parce que je suis sûre là, que la plume de cette autrice se traduirait tellement bien en français. Mais donc, je recommande et je vais sûrement lire la suite. Je dis sûrement, c'est sûr que je vais lire la suite, ben sûrement. Si je dis sûrement, ça résonne comme un peut-être, mais c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. En 2e place, Super méchant débutant de John Scalzi que j'ai lu en anglais. C'est une science-fiction qui commence avec un protagoniste qui apprend que son oncle est décédé. C'était un oncle milliardaire avec qui il avait comme aucun contact. Donc il est quelque peu surpris quand l'assistante de celui-ci vient le voir parce que son oncle a une requête assez particulière pour lui. Et J'aimerais tellement vous dire qu'est-ce qui se passe ensuite, mais je peux pas. Parce que le plaisir de ce livre, c'est de découvrir comment à chaque étape, ça s'en va dans une direction que tu n'aurais jamais pu deviner de ta sainte vie. Pendant toute ma lecture, j'avais le plus profond des sourires sur mon visage. Vraiment, pour moi, c'est l'emblème de la science-fiction la plus ridicule possible qui va te remonter le moral tout de suite. J'ai jamais lu quelque chose d'aussi absurde qui était aussi génial. Je me souviens encore aujourd'hui, là, je le lisais, j'étais assise à côté de Noah, puis il arrêtait pas comme de se retourner pour me dévisager parce que j'arrêtais pas comme de réagir. Moi, je suis quelqu'un qui ne rit pas, qui ne pleure pas en lisant des livres, je suis juste comme une statue. Là, je suis comme ah! Avant de lire ce livre, j'étais déjà très fan de John Scalzi, mais là, comme cet auteur m'a conquise de la meilleure façon. Il m'a donné du rire, de la bonne science-fiction, et des chats qui viennent en aide à des super vilains. Je peux pas nommer une autre expérience de lecture dans ma vie qui a été similaire à celle-ci et juste pour la joie infinie que ça m'a apporté, ça mérite la 2e place. Si vous aimez la science-fiction, je vous recommande et si vous n'aimez pas la science-fiction, je vous recommande quand même parce que c'était incroyable. Ok, c'est l'heure de vous parler du meilleur livre que j'ai lu en 2024 et vous vous en doutez sûrement, ok? Si vous suivez ma chaîne, vous vous en doutez sûrement parce que j'en ai parlé 10 000 fois, mais aussi parce que d'habitude, il est derrière moi et il est pas là. Donc il s'agit, bien sûr, de Betty de Tiffany McDaniel. Je dirais que dans ma vie, il y a eu 3 découvertes littéraires qui ont complètement révolutionné ma vision de l'écriture et la lecture. Quand j'étais enfant, ça a été les romans de Pierre Bottero. Quand j'étais adolescente, ça a été les romans de Haruki Murakami. Et maintenant adulte, j'ai trouvé ce 3e moment dans ma vie avec Betty. Quand j'ai terminé ce livre, ok, mon premier réflexe, ça a été de me dire, il faut que je réécrive mon roman de la tête aux pieds. Parce que
Ça là, ça m'a fait accéder à un niveau d'écriture supérieur que je savais pas qui existait avant. Betty, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la 6e enfant d'une famille de 8 et c'est la seule de ses frères et sœurs qui est visiblement autochtone comme son père. On suit son enfance dans les années 60 aux États-Unis et on voit sa famille subir des énormes défis tandis qu'elle-même doit subir la persécution raciste de ses camarades à l'école. Mais tu sais, ce livre-là, c'est pas... Tu peux pas donner un résumé qui va te faire goûter à l'expérience réelle de cette lecture. C'est un livre qui présente toute l'ombre et toute la lumière de notre vie sur Terre. Parce que malgré toutes les choses ignobles que les personnages subissent, que les personnages font, l'autrice réussit à peindre leur quotidien avec une beauté comme profondément lumineuse. C'est de la magie. J'ai lu ce livre à un moment où mentalement j'allais vraiment pas bien, puis je voyais juste comme toute la souffrance qu'il y avait à l'horizon dans ma vie, puis je me sentais pas assez forte pour la traverser. Et un livre comme celui-ci aurait pu juste comme m'enfoncer davantage dans ce désespoir-là, parce que c'est pas ça qui te donne vraiment de l'espoir sur la vie. Mais pour moi, ça a eu l'effet inverse. Je me suis sentie tellement chanceuse de pouvoir vivre dans un monde où quelqu'un avait suffisamment de talent pour écrire quelque chose comme ça. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Les personnages m'ont profondément touchée. Betty, son père... Puis ce qui m'a encore plus touchée, c'est que Betty, c'est la mère de l'autrice. On le voit au début du roman. C'est quelqu'un qui a réellement existé. En fait, tous les personnages, je pense, dans la famille ont existé. Ça reste que c'est une fiction, mais tu sais, c'est tellement incroyable de savoir que ce morceau de littérature a des racines qui sont plantées dans notre réalité, parce que la magie qui est montrée là-dedans, c'est... Moi, si j'avais donné naissance, à Tiffany McDaniel et qu'elle avait écrit une version fictive, romancée de ma vie comme ça, je pense que j'aurais pleuré pendant 15 ans. En écrivant ce livre, je présume qu'elle lui a fait un des plus beaux cadeaux de sa vie et elle m'a fait un des plus beaux cadeaux de ma vie. C'est mon livre préféré de tous les temps. Techniquement, c'est La Forêt sombre, mais La Forêt sombre a plein de défauts. Ce livre n'a pas de défauts. Je suis pas quelqu'un qui surligne des citations dans la vie, mais si je pouvais, je pense que je surlignerais la moitié de ce truc. Ça fait 700 pages. Je peux pas vous dire à quel point j'ai aimé. Je peux pas. Dans ma vie, il y a un moment avant Betty et un moment après Betty. Et je suis vraiment contente de vivre dans le monde après. Donc voilà, c'est la bonne façon de conclure ce top 10 parce que s'il y a une raison pour laquelle j'aime lire dans la vie, c'est pour lire des livres comme Betty. C'est donc mon top 10. Avant de se laisser, il y a 2 choses que j'aimerais savoir. Premièrement, est-ce que je vous ai donné envie de lire un des livres de ce top 10? Si oui, lequel? Deuxièmement, c'est quoi vos livres préférés de l'année? Moi aussi, je veux des recommandations, là. Dites-moi qu'est-ce que je devrais aller investiguer, c'était quoi qui était bon. Et donc, c'est avec cette vidéo que je conclue l'année 2024. Il va y avoir évidemment le bilan qui va sortir, blablabla. Mais c'est la dernière vidéo dans cette année. Je vous souhaite vraiment un merveilleux nouvel an et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Exceptionnellement pour la nouvelle année, je vais poster également la semaine prochaine. On se retrouve vendredi prochain à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!